À toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous dire qu'en effet, pour le groupe EDF, la disparition de Bruno Léchevin est une vraie perte. Nous l'avions évidemment beaucoup connu, beaucoup respecté. C'était d'abord un grand animateur syndicaliste et puis ensuite un administrateur du groupe EDF. Et donc, je voudrais d'abord vous faire part de mon émotion personnelle et très certainement de celle de tous ceux qui le connaissaient bien, et ils étaient nombreux chez EDF. Je voudrais maintenant en venir à mon propos en vous disant il est évident, et chacun le voit, que la lutte contre le changement climatique est désormais une priorité. L'Union européenne, Madame en a remarquablement bien parlé, vient de s'engager à atteindre la neutralité carbone en 2050 et prend des actions concrètes avec le Green Deal qui relaie des engagements pris dans de nombreux pays. Et je voudrais d'abord citer le Royaume-Uni, qui a été le premier grand pays à s'inscrire par la loi dans la neutralité carbone. Et puis, bien sûr, la France, puisque la loi énergie-climat votée à l'automne reprend cet objectif. Cette ambition va donc nécessiter des actions concrètes et rapides dans les secteurs les plus émetteurs que sont dans notre pays le logement et le transport. Le parc de logement de 2050 est pour beaucoup déjà construit. Il va donc falloir une forte ambition, non seulement en matière de construction neuve, et bien sûr je salue les projets du gouvernement récemment, mais aussi en matière de rénovation. Il en va de même dans le transport. Je rappelle que la durée de vie moyenne d'une automobile aujourd'hui est de 20 ans. Pour y parvenir, la PPE a fait clairement le choix de l'énergie électrique comme étant le cœur de la politique énergétique. Grâce au nucléaire et grâce aux énergies renouvelables, l'électricité est en effet le principal vecteur de décarbonation de l'ensemble de l'économie et de la société, sans oublier bien sûr la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique. Je crois qu'on l'a entendu ce matin, en tout cas la plupart des intervenants, le temps des querelles entre le camp des pro-éoliens anti-nucléaires et le camp des pro-nucléaires anti-éoliens, ce temps est dépassé. L'urgence climatique appelle surtout à pousser des solutions décarbonées vers le reste de l'économie, via l'électricité d'abord, mais aussi via la chaleur ou via l'hydrogène, qui ont un rôle important à jouer dans des usages difficilement électrifiables. Et par exemple, s'agissant de l'hydrogène, on peut penser à la mobilité lourde ou à certains aspects de l'industrie. Le thème ce matin, sommes-nous tous volontaires ? Qui peut en douter ? Bien sûr, nous sommes tous volontaires. Mais il y a différentes façons de le faire, et je voudrais rappeler ce que La Bruyère disait de Corneille et de Racine. Corneille peint les hommes tels qu'ils devraient être, Racine les peint tels qu'ils sont. Et je voudrais dire que chez EDF, nous nous sentons aujourd'hui être des raciniens, car nous disons qui nous sommes et ce que nous faisons. Et puis nous assumons notre devoir cornélien pour demain, car nous revendiquons notre rôle de moteur de la décarbonation. Nous disons qui nous sommes, car notre parc est largement bas carbone. Sur l'ensemble des territoires où EDF est présent, nous émettons moins de 60 grammes de CO2 par kilowattheure. La moyenne européenne est de 5 fois plus, 300. Nous exploitons en France un parc renouvelable de 23 gigawatts. Cela monte à 32 gigawatts dans le monde. Nous sommes de fait le premier acteur en France et en Europe en matière de renouvelables et, d'après nos calculs, le 5e mondial. Nous n'entendons pas en rester là. La trajectoire de la PPE est claire et nous mobilisons l'ensemble de nos compétences pour la tenir. Notre stratégie CAP 2030 est confortée par les objectifs de la PPE et donc nous savons où nous devons aller et nous l'affichons. D'ici à 2025, nous prévoyons la mise en service de 1,5 gigawatt d'éolien en mer en France. Nos projets se concrétisent enfin après des années de blocage. Nous cherchons à exploiter pleinement le potentiel hydraulique qui reste irremplaçable. La flexibilité du turbinage, le stockage grâce au STEP, ce sont deux atouts formidables pour compenser les variations de beaucoup des autres énergies renouvelables. L'accélération que j'ai impulsée il y a tout juste 2 ans avec le plan solaire d'EDF nous permet de multiplier d'ores et déjà par 7 les surfaces de foncier que nous avons sécurisées pour le développement de centrales solaires au sol.
Le plan solaire, c'est aussi le développement de notre offre d'autoconsommation. Nous sommes aujourd'hui le leader de l'autoconsommation en France, avec une part de marché qui avoisine les 20% et 12 000 installations d'autoconsommation depuis 2016. Nous avons fortement accéléré dans le solaire, mais je voudrais dire aussi que l'éolien terrestre reste un pilier fort de notre développement. Et comme Sylvie vient de nous le dire avec brio, le groupe EDF, à travers sa filiale Dalkia, est très présent dans la chaleur renouvelable et dans la chaleur de récupération. Nous entendons nous développer davantage et nous y mettrons les moyens pour être présents sur ce segment essentiel. Pour autant, l'atteinte des ambitions de la PPE nécessite de conjuguer l'action des pouvoirs publics à celle de la filière, et beaucoup des interlocuteurs l'ont dit ce matin à la table ronde. Les appels d'offres sont pour nous un outil indispensable pour le développement des ENR. La visibilité, la sécurité et la régularité offertes par les mécanismes d'appels d'offres et par les enchères publiques contribuent à maîtriser le montant des charges qui pèsent sur le budget de l'État. Cet effort doit être progressivement enrichi par le développement de PPA privés. Vous savez que ce sont des contrats d'achat d'électricité de long terme avec généralement une, quelquefois plusieurs entreprises. Nous observons en effet une demande croissante d'industriels ou d'acteurs mondiaux technologiques ou du numérique qui souhaitent s'approvisionner en électricité verte pour leurs usines ou pour leurs data centers. Nous avons dans le groupe EDF déjà une cinquantaine de ces corporate PPA en Amérique du Nord et nous avons signé les premiers contrats en France. Je vais juste donner 2 illustrations. Maïs Adour est une coopérative agricole qui a signé pour un contrat de 3 ans qui est désormais couplé à un parc éolien situé dans l'Aude. FEDA, l'opérateur électrique de la Principauté d'Andorre, est notre client pour de l'électricité renouvelable qui proviennent de plusieurs parcs à proximité de la Principauté. Pour autant, les mécanismes publics d'appel d'offres vont rester indispensables car peu de consommateurs achètent leur électricité sur une durée suffisante, par exemple au-delà de 10 ans. Il faut donc poursuivre ces appels d'offres avec un rythme cohérent avec les ambitions de la PPE. Deuxième condition de succès, et là aussi ça a été abordé très clairement par la table ronde, le dialogue avec les territoires. Nous avons, je crois, progressé depuis quelques années. Les processus d'autorisation ont gagné en simplicité et la durée de traitement des recours commence à être réduite. Notre prochain défi, c'est un défi collectif, c'est de gagner en acceptabilité pour nos projets. Pour cela, il faut associer les collectivités et les citoyens, comme par exemple avec du financement participatif. Il faut tenir compte des interrogations et des attentes des parties prenantes, et je crois que nous le faisons. À titre d'exemple, nous associons les comités des pêches dans chacun de nos projets offshore. Et puis, nous savons renoncer lorsque l'accueil n'est pas favorable. Ce n'est jamais facile, mais il faut savoir quelquefois être lucide. Troisième condition de succès pour atteindre les objectifs de la PPE en matière de renouvelables, la disponibilité du foncier. Nous ne voulons pas nous voiler la face. On n'arrivera pas à multiplier par 5 les mégawatts solaires en France uniquement sur des friches industrielles et nous attendons un assouplissement du cadre actuel. Je crois que c'est possible. D'ici à 2028, la PPE cherche 20 000 hectares au sol dans un pays qui en compte 55 millions. C'est moins de 500 millièmes du territoire national. Et a fortiori, quand on ne cherche pas des hectares de haute qualité agricole, à la différence des biocarburants. Nous travaillons aujourd'hui pour améliorer les relations avec la profession agricole et nous avons besoin de renforcer notre dialogue avec le monde rural, avec le monde agricole. Quatrième condition, l'exemplarité des filières. Plus que jamais, nous sommes les chefs de file de filières responsables. Nous travaillons à limiter l'impact de nos filières sur le paysage, sur le patrimoine, sur la biodiversité. Et nous travaillons également, nous sommes très actifs sur la gestion de la fin de vie de nos installations solaires et éoliennes. Il y a des critiques sur ce sujet. Nous devons prévoir la fin de vie ou bien le renouvellement de ces installations. Nous devons prévoir le démantèlement, nous devons prévoir la remise en état des sites. Nous devons le faire savoir, les filières françaises et européennes s'organisent pour le réemploi des matériaux utilisés. Cinquième condition de succès, la disponibilité des compétences. Nous le voyons, de nouvelles filières industrielles se développent sur le territoire. L'éolien maritime en est une belle illustration. Notre ami de Siemens Gamesa en parlait sur Le Havre, bien évidemment.
Et les objectifs chiffrés de la PPE, on le voit bien, nécessitent un changement d'échelle. C'est à nous, acteurs de la filière, d'anticiper ces besoins, de savoir attirer des talents vers les métiers de la transition énergétique, vers les métiers du nucléaire également. Sixième condition, bien prendre en compte l'intégration des énergies nouvelles renouvelables dans le système électrique. C'est un sujet complexe. On estime qu'à l'horizon 2030, l'insertion des ENR ne suscite pas d'enjeux trop difficiles, trop sérieux sur le système électrique. Les ENR contribuent à l'éviction des moyens les plus carbonés et non pas du nucléaire qui est lui-même très bas carbone, comme chacun l'a rappelé. Les coûts d'insertion dans les réseaux seront certes en hausse, mais nous ne pensons pas que cela remette en cause l'intérêt d'une production accélérée d'ENR. Et l'intermittence peut progressivement être absorbée par de nouvelles sources potentielles de flexibilité, en particulier si nous arrivons à rendre le véhicule électrique un moyen de stockage au bénéfice de la collectivité. La souplesse doit aussi se faire du côté de la production. Des écrêtements très marginaux de production peuvent se traduire ici et là par des économies réseau très substantielles. Mais on le voit aussi en Allemagne, où il y a, comme vous le savez, les uns et les autres, quasiment quotidiennement des écrêtements. Je crois qu'en 2018, plus de 90% des journées se sont traduites par des écrêtements ou du redispatching. En toutes circonstances, nous devons travailler pour mettre en place les bonnes règles et les bons signaux de prix en matière de raccordement, en matière de rémunération, de façon à bien articuler la production et les réseaux, toujours en visant la maîtrise de la facture du consommateur et le développement de ses usages électriques. Cependant, à l'horizon 2050, nous pensons que l'effet des ENR intermittentes et diffuses dans les réseaux est une affaire sacrément plus compliquée. L'évolution des compétitivités respectives des moyens de production, l'évolution de l'acceptabilité, j'en parlais tout à l'heure, aussi bien en matière de production qu'en matière de réseau, l'ampleur des besoins et les incertitudes sur la consommation, la disponibilité de tel ou tel gisement de production, les enjeux de pouvoir d'achat, voilà un grand nombre d'incertitudes qui détermineront au fil du temps l'équilibre et le mix énergétique de 2050. Nous avons à travailler et à innover pour rendre le chemin économiquement soutenable vers la neutralité carbone de 2050. Dans une économie où l'électricité prendra une place croissante, le consommateur nous demandera de lui garantir une électricité disponible, mais aussi abordable. Et donc, au-delà de la performance respective de telle ou telle technologie, c'est un système performant que nous devons aux citoyens, de manière à combiner les avancées technologiques avec le bénéfice des citoyens en tant que consommateurs. J'en terminerai là. Je vous dirais que donc, nous sommes très engagés vers la neutralité carbone et que vous pouvez compter sur EDF pour faire en sorte que les moyens soient disponibles pour accompagner notre pays vers ce bel objectif. Merci.